Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Occupe ton ergo. Ce podcast a pour but de réunir des ergothérapeutes afin d'échanger et partager leur expérience sur un sujet donné. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute comme Spotify, YouTube ou Apple Podcast. Si vous souhaitez échanger sur le sujet qui a été abordé aujourd'hui, je vous donne directement rendez-vous sur Facebook, sur le groupe privé du podcast Occupe ton ergo. N'hésitez pas à y laisser un commentaire, nous vous répondrons avec grand plaisir. Je suis Marine Dahl, ergothérapeute depuis 2019 et je coordonne ce podcast. Le nouveau podcast est sous forme de dossier. Vous trouverez 3 épisodes sur le thème de l'évolution des études et de la pratique en ergothérapie. Ce podcast a été co-construit avec 3 ergothérapeutes. Tout d'abord Laurent, diplômé avant 2010, avant la réforme des études, puis Kim, diplômée après cette réforme, et Nesliane, qui est toujours étudiante. Pour ce dossier, vous trouverez 3 formats. Tout d'abord, le portrait de chaque ergothérapeute qui nous partage son vécu des études et de l'évolution de sa pratique. Puis un échange, un débat où on a réuni Laurent, Kim et Nesliane pour échanger leur point de vue sur cette évolution. Et pour terminer, un épisode complémentaire où là on vous apporte un peu plus de notions théoriques issues d'articles scientifiques sur ce sujet. On va commencer avec l'interview de Laurent. La première question que je voulais te poser, Laurent, c'est concernant ton parcours. Comment es-tu arrivé en ergothérapie ? Donc moi, j'ai été diplômé sur une période entre les 2 changements de référentiel. Donc, sur une période où le référentiel de 94, il était bien consolidé. Et avant 2010, avant le nouveau changement. Donc moi, j'ai choisi d'être ergothérapeute à la fin de ma première année de médecine, déjà à l'époque. Et j'ai découvert l'ergothérapie parce que j'ai eu aussi l'occasion de mener une partie de ma scolarité en secondaire, donc 2 années de lycée dans un établissement qui était déjà un peu innovant puisqu'il nous permettait d'expérimenter l'inclusion de jeunes en situation de handicap ou en situation de maladie lourde qui avaient besoin d'aménagement de cours. Et en fait, c'est là où moi j'ai eu mes premières expériences avec d'autres personnes handicapées. Je suis rentré en médecine, on va dire, de mon plein gré. Et puis rapidement, au milieu de cette première année de médecine, je me suis dit que ce n'était pas ce que j'avais envie de vivre pendant les 10 autres années que j'envisageais derrière. Alors, j'ai eu la possibilité d'intégrer une école de ma région. À l'époque, les études, elles étaient organisées de façon un petit peu différente, puisque nous, on avait des études qui étaient organisées autour de 2 cycles avec des modules. C'est-à-dire 2 cycles. Alors, il y avait la première année qui comptait pour un cycle et la deuxième et troisième année comptaient pour un deuxième cycle. Et du coup, en première année, c'était organisé autour de 6 modules, donc pas du tout des UE. D'accord. Il n'y avait pas ce système LMD avec la Licence, master, doctorat. licence master, doctorat, et surtout, il n'y avait pas cette équivalence universitaire. Ouais. Du coup, il faut savoir que c'est la réforme de 2010 du coup, qui nous a permis de rentrer dans le système universitaire et d'avoir notamment le grade de licence. Donc, toi, à l'époque, donc, quand tu as été diplômé, tu n'avais pas le grade de licence. Non. Voilà. Et ça, par exemple, on pourra en parler peut-être après. Pour la poursuite d'études, c'était un vrai frein, puisqu'à l'époque, quand on finissait nos 3 années d'ergothérapie, si on avait envie de poursuivre, il fallait trouver un système universitaire qui accorde une équivalence en licence dans la filière qu'on avait. Par exemple, oui. pour poursuivre en sciences de l'éducation, parce que c'était beaucoup une porte d'entrée à l'époque, il fallait utiliser une passerelle, avoir l'équivalence de la licence. On était sur des formations qui étaient validées Bac+2. Donc, je pense que les ergothérapeutes qui ont poursuivi, alors ça, un débat, qui ont poursuivi des études sur cet espace-temps avant 2010, par exemple, c'est vraiment pour moi des ergothérapeutes qui avaient un projet à cœur et qui ont cherché à pousser des portes des universités, à pousser des portes des filières. Maintenant, par exemple, c'est beaucoup plus immédiat. Et ça, pour moi, c'est une grosse avancée, quoi. Alors, à l'époque, je crois qu'on avait à peu près les mêmes matières que maintenant, sauf que ce n'était pas du tout organisé de la même manière.
Par exemple, tu avais quoi comme matière comme compte? Ouais, alors on avait les sciences médicales étaient toujours présentes, l'anatomie, la cinésiologie, la biomécanique, la physiologie et tout ça. On les avait, mais c'était vraiment réparti sur des modules en première année et des modules qui étaient communs, parce qu'en première année, il y avait 6 modules, de ce que je me souviens, et en deuxième, troisième année, il y avait 9 modules. Mais on trouvait déjà cette poursuite entre la première et la deuxième année. Ça veut dire qu'on avait une partie de cours on retrouvait les mêmes modules. Je sais, mais on imagine que le module 1, c'était anatomie, cinésiologie. Il y avait des cours en première année et il y avait une poursuite de cours en deuxième année et en troisième année. D'accord. Et on avait un module qui s'appelait technologie en ergothérapie. Et c'est là, en fait, par exemple, qu'on faisait des enseignements autour des activités manuelles. Voilà. Ok, Parce que ça moi, s'appelait technologie en ouais, ergothérapie. ouais, ouais. Ok, Dans mon souvenir, ça s'appelait un petit peu, ça s'appelait comme ça. Et c'est là aussi où on voyait toutes les aides techniques, tout le rapport aux aides techniques, tout le rapport à la fabrication, à l'appareillage. d'accord. Et c'était le seul module qui était concentré sur l'ergothérapie ou tu avais d'autres titres comme ça? Non, il y avait d'autres titres, mais ils étaient beaucoup plus génériques. Et à l'intérieur, on découvrait en fait le lien avec l'ergothérapie. Par exemple, la première année, elle était vraiment organisée sur pratique, par exemple, des activités manuelles, des ateliers, de la menuiserie. Et ça, c'était vraiment encore au cœur. Parce que moi, je crois que j'étais dans un cursus qui était en transition avec l'ancien référentiel d'avant 94 et puis nouveau. Donc, ça veut dire qu'on avait encore hérité quand même d'enseignements comme ça en première année où on faisait beaucoup d'activités manuelles, d'artisanat, de poterie. Moi, j'ai fait de la terre et de la céramique pendant presque 3 mois, tous les jeudis, dans un atelier. D'accord. Puis après, on s'est rendu dans un lycée du bâtiment pratiquer la menuiserie sur des machines-outils. En fait, il n'y avait pas encore le sens de la première année, c'était vraiment la pratique de l'activité. Et c'est ensuite, en deuxième année, en découvrant les pathologies, à l'époque c'était enseigné comme ça, qu'on mettait en lien ce qu'on pouvait faire entre les activités manuelles qu'on avait apprises en première année et ce qu'on appelle maintenant tout le potentiel thérapeutique. À l'époque, c'était beaucoup orienté sur analyse d'activité. Donc ça, j'ai beaucoup appris à faire de l'analyse d'activité, par exemple. Mais j'ai très peu entendu parler de potentiel thérapeutique de l'activité. On ne l'imaginait pas forcément comme ça. On avait plutôt un enseignement qui visait à dire, tiens, l'activité, je peux l'utiliser dans telle situation parce que je sais la décortiquer. J'ai été thérapeutique. Mais c'est pour ça que déjà, j'utilise un vocabulaire qui n'était pas forcément celui de ma formation, mais je fais déjà un premier parallèle. Donc, il y avait pour moi, exactement un peu les mêmes matières que dans le programme. On a aussi eu des enseignements de législation et ainsi de suite pour apprendre à exercer dans un milieu. Ce qui était un petit peu différent, c'était des périodes de stage, parce que je crois que sur les 3 années, on avait 10 mois. Mais par exemple, en première année, j'avais des stages qu'on disait d'observation. D'accord. Donc, on n'était pas amené à ce qui correspond plus au pro maintenant avec le référentiel par approche, par compétence. Mais nous, c'était vraiment clair. Le premier stage était un stage d'observation et les éléments qui permettaient de les valider étaient vraiment laissés au libre cours du tuteur. On avait un carnet de scolarité avec nos résultats scolaires, mais on n'avait pas les outils du portfolio. Finalement, les stages, ils étaient validés par les mises en situation pratiques. Ça veut dire qu'à la fin du stage, pour valider notre stage, on devait passer une MSP avec l'ergothérapeute qui nous avait accompagnés, le chef de service et le médecin. Donc, on devait faire l'étude de cas, faire une proposition d'objectifs et illustrer la mise en œuvre de ces objectifs par des moyens. Donc, on découvrait son dossier. On avait 20 minutes, une demi-heure pour préparer notre recueil de données à partir du dossier écrit. On avait un quart d'heure de recueil de données avec le patient. Et ensuite, on devait faire la démonstration d'une séquence de séances. Voilà. Et donc, on était observé sur notre capacité à positionner le patient, à lui proposer et à le guider dans les consignes, dans le travail. Ainsi qu'il y avait vraiment une observation. Cette MSP, elle se passait en direct. Mais finalement, la validation des études, comme elle n'était pas du tout organisée autour des crédits ECTS,
la Ouais. validation du diplôme, c'était vraiment organisé autour des travaux écrits de synthèse, donc l'équivalent du mémoire, et Ok. d'une épreuve professionnelle pratique. Ça veut dire que Ok. quand moi j'ai passé mon diplôme, j'ai été convoqué un petit peu comme au bac où tu changes d'établissement et tu ne sais pas où tu vas tomber, dans quel Donc c'est centre. là que tu savais à peu près dans quel domaine tu allais être évalué. Alors, on savait dans quel domaine on allait être évalué, mais on ne savait pas du tout quel patient on allait avoir et ainsi de suite. Et du coup, la MSP, la validation du diplôme, elle était équilibrée en notes sur la présentation, la soutenance et donc l'écrit de 2 travaux de synthèse, parce qu'à l'époque, on avait 2 mémoires à faire. On pouvait faire Ok. des mémoires qui illustraient des études de cas cliniques ou des mémoires de recherche ou des travaux de synthèse qui étaient plus de recherche fondamentale sur l'ergothérapie en général. Et toi, tu as fait quoi comme lieu de stage? Alors, rapidement, pendant la formation, moi, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois en santé mentale. Donc, j'ai fait des stages en maison de retraite, maison médicalisée, EHPAD. Voilà, j'ai terminé mes 3 années en troisième année en stage en pédiatrie. Dans un IMP, équivalent à IMP, IME, avec des enfants polyhandicapés. Parce que je pense qu'il y a dû aussi avoir une évolution entre les lieux de stage que tu pouvais rencontrer et les possibilités qu'il y a maintenant. Donc, il y avait principalement de la rééducation, tu pouvais aller en EHPAD et en psychiatrie. Voilà, c'est ça. Tous les stages en milieu ouvert, par exemple de type CESAD, CAMS et ainsi de suite, c'était des stages qui valaient de l'or parce qu'il y en avait très peu. Et par exemple, les stages en cabinet libéral, ça n'existait quasiment pas parce que là, il y avait de toutes petites expériences Et ouais. du développement du libéral, ça n'a rien à voir avec l'exercice, ça n'avait rien à voir avec l'exercice aujourd'hui. Mais tout ce qui était Ok. stage sur les milieux ouverts, les lieux de vie, tout ça, c'était des stages qui étaient très rares. On était beaucoup formés au milieu hospitalier, au centre de rééducation, maisons de retraite, EHPAD, et puis les centres médico-sociaux. Et concernant la définition de l'ergothérapie que tu avais peut-être avant de rentrer du coup, dans l'Institut, puis à ton diplôme, et aujourd'hui, est-ce que tu as senti une évolution? Alors, en fait, moi, avant de rentrer à l'Institut, je n'avais pas forcément une définition de Ouais. l'ergothérapie. J'avais plutôt des représentations, en fait, parce que j'avais rencontré un ou l'autre ergothérapeute. C'était d'avoir un métier qui faisait de la place à la créativité. En fait, il y avait le côté ingéniosité, trouver des solutions au quotidien pour les personnes. Donc, c'est très proche de la définition Mm. actuelle. Et ça, c'est ce qui m'avait un peu séduit, c'était de pouvoir me dire, ben, tiens, je vais pouvoir mettre en place avec des patients des choses euh, qui vont allier un aspect créatif, un aspect débrouille, même si je ne suis pas très bricoleur. Il y avait encore beaucoup cet aspect-là pour rentrer dans l'école d'ergo. Il fallait être intéressé par les activités manuelles, par le côté bricolage, création. Et là, je ne me suis pas tout à fait retrouvé pendant les études parce que ce n'était pas mon fort. Voilà. C'était beaucoup partagé entre un visuel d'un métier de rééducation, donc très proche de la kinésithérapie, très Mm. technique, très récupération des fonctions, et ce côté créatif. Il y avait vraiment ces 2 visages D'accord. d'ergothérapeute qui étaient Ok. présents. Parce que moi, j'ai vraiment retenu ce qui était un peu du moment où j'ai été formé. Je me souviens, beaucoup de messages, c'était beaucoup, on nous incitait beaucoup à développer une ergothérapie en sachant argumenter D'accord. nos besoins. Parce qu'on avait encore beaucoup d'ergothérapeutes qui n'étaient pas connus Mm. dans le champ professionnel, même paramédical Mm. et médical. Il y avait beaucoup de professionnels de santé qui ne connaissaient pas l'ergothérapie. Donc, on parlait déjà d'essayer de justifier, voilà, d'expliquer ce qu'on Oui, faisait. oui, oui, oui. Moi, c'est vraiment des messages qui m'ont été Mm. martelés en disant, et d'ailleurs que Ouais, c'est j'utilise toujours le encore cas. aujourd'hui, c'est Mm. de dire ouvrir la porte en sachant argumenter ce qu'on fait et pourquoi on fait. On nous a vraiment, enfin, moi, j'ai cette sensation-là. Et les premiers collègues avec lesquels j'ai travaillé, qui étaient issus de la même génération d'ergothérapeutes que moi, on avait ce même fonctionnement-là, à vouloir
essayer de mettre en place des choses, mais en sachant qu'on devrait les argumenter, en sachant qu'on devrait argumenter le rôle de l'ergothérapeute en dehors juste de l'aspect ludique peut-être du métier qui était dans les représentations des autres. Voilà. Moi, j'ai connu vraiment cette époque où il fallait faire le distinguo entre l'ergothérapeute et l'animation, par exemple. C'est encore des choses qui reviennent peut-être moins qu'avant. En tout cas, on pourra en parler avec toi, Nesliane, du coup, qui est toujours en études. Est-ce que c'est toujours des discours qu'on a ou pas? Encore merci d'avoir pris du temps pour écouter ce podcast. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes, que ce soit les portraits, le débat ou l'épisode complémentaire, pour pouvoir avoir une vue globale sur le dossier qu'on a constitué. Et n'hésitez pas à venir sur le groupe Occupe ton ergo pour nous donner votre retour et vous, votre ressenti sur l'évolution de la pratique ergo en France. À très bientôt.